Une banlieue paisible est le théâtre d'un meurtre crapuleux. Sans suspect ni mobile, les détectives ignorent comment ils pourront poursuivre cette enquête. Les policiers sont convaincus que la chute qui a causé la mort d'une femme n'était pas accidentelle. Ils ignorent cependant comment en faire la preuve. Un meurtre met les détectives sur la piste de quelques personnages plutôt louches. Les policiers ne savent pas qui croire. Les meurtriers ont tous leurs raisons pour tuer. Certains le font par vengeance, d'autres par amour, mais la plupart d'entre eux le font pour l'appât du gain. Dans cette affaire, le nom de la victime et de sa famille ont été changés. Le 16 décembre 1994, à Oklahoma City, Len Gruber revenait chez lui pour prendre son repas de midi avec sa femme Carla. Noël arrivait à grands pas et la liste des choses à faire était encore longue. En l'espace d'un instant, il fut confronté à l'horreur. Le corps de Carla gisait sur le sol entre la cuisine et la salle à manger. Elle ne portait qu'une chaussette. Une paire de ciseaux sortait de sa poitrine. Des enquêteurs examinèrent la scène. La victime semblait s'être débattue avec vigueur, mais elle n'avait pas été violée. La lutte semblait avoir eu lieu principalement dans la cuisine. Certains tiroirs étaient encore ouverts. Le meurtrier semblait avoir cherché une arme avant d'arrêter son choix sur la paire de ciseaux. Les policiers remarquèrent une marque de couteau sur le comptoir de la cuisine. Il y avait également un couteau cassé et une fourchette maculée de sang sur le sol. Le détective Bob Bimo de la police d'Oklahoma City ne savait que penser de toute cette violence, mais il savait cependant comment débuter son enquête. Mon collègue et moi-même étions conscients qu'il s'agissait sans doute d'un meurtre fortuit, bien que nous ayons d'abord soupçonné le mari. La police prit la déposition de Len Gruber. Carla et Len étaient mariés depuis 30 ans. Le couple était très actif au sein de la paroisse. Len déclara à la police qu'il avait vu sa femme pour la dernière fois le matin même. Elle avait pris un jour de congé pour terminer ses emplettes de Noël. Len avait décidé de rentrer manger avec elle le midi et de l'aider à installer les décorations et à envelopper les cadeaux. Il avait quitté la maison pour le bureau le matin, comme tous les jours, et était rentré quelques heures plus tard pour découvrir sa femme assassinée. Il ignorait qui avait pu commettre ce meurtre. Il a répondu aux questions très calmement, de façon posée. Il était très calme, il avait la tête froide, ce qui était vraiment bizarre, compte tenu qu'il venait de découvrir sa femme si brutalement assassinée. Nous nous attendions plutôt à le voir fondre en larmes ou à s'écrouler sous la pression des événements. C'est la raison pour laquelle nous l'avons considéré comme un suspect dès le début. Mais une enquête ne doit jamais être basée sur des présomptions. La police apprit par les collègues de Gruber
que ce dernier n'avait pas quitté le bureau de l'avant-midi. L'autopsie indiquait qu'il n'avait pas pu tuer sa femme le matin avant de partir au travail. Gruber accepta de passer le test du polygraphe et le réussit. Son nom fut retiré de la liste des suspects. Il n'y avait pas de trace d'entrée par effraction. Il était donc possible que la victime connaisse son assaillant. Les policiers interrogèrent à nouveau Gruber dans l'espoir qu'il leur donnerait un indice et les mettrait sur la piste d'un nouveau suspect. Gruber donna le nom des personnes qui faisaient partie de leur groupe de prière, bien qu'il doutât fort que l'un d'eux ait pu commettre ce meurtre. Il n'avait aucune autre idée. Carla Gruber était une femme qui entretenait sa maison avec soin. Il n'y avait donc pas beaucoup d'empreintes digitales. Celles qui furent prélevées dans l'entrée appartenaient aux Gruber ou à leurs voisins. Les experts relevèrent cependant l'empreinte d'un pouce sur la porte extérieure qui ne semblait appartenir à aucun d'entre eux. Ils poursuivirent leur analyse. Dans l'entrée entre la chambre à coucher et la cuisine, ils remarquèrent des taches de sang sur le tapis. Ils aspergèrent le sol d'un produit spécial appelé luminol, qui entre en réaction avec le sang et le rend fluorescent sous un éclairage spécial. L'attaque semblait avoir débuté près de la porte de la chambre à coucher et s'était poursuivie le long du couloir. Les policiers remarquèrent alors l'empreinte d'une semelle de botte. Ils ignoraient s'ils pourraient en tirer quelque chose. Le motif ressemblait en tout point à celui qui se trouve sous les semelles de bottes de la police. Peut-être la scène avait-elle été contaminée pendant l'enquête. Le détective Bimo devait s'en assurer avant d'éliminer cet indice important. J'ai demandé à tous les policiers qui s'étaient trouvés sur la scène de me montrer leurs semelles afin que je puisse les photographier et les comparer à l'empreinte. Mais aucune d'entre elles ne correspondait. Cette empreinte appartenait donc à l'assaillant. Les experts recueillirent également les ustensiles, ainsi que des échantillons de sang un peu partout à travers la maison. Selon la biochimiste Ellen Taylor, il était encore impossible de savoir quels indices allaient se révéler utiles. Bien souvent, nous recueillons énormément d'indices pour nous rendre compte plus tard que ceux-ci n'avaient rien à voir avec le crime qui faisait l'objet de notre enquête. Les experts recueillirent une grande quantité d'indices. Il faudrait plusieurs jours avant de les classer et de les analyser. Celui qui était le plus prometteur était une goutte de sang qui ne semblait pas provenir de la victime. Elle avait été recueillie dans un coin de la cuisine, à une bonne distance de l'endroit où la victime, Carla Gruber, avait été retrouvée. Ma première impression a été qu'il était impossible que la victime ait pu se rendre jusqu'à la chaise sur laquelle la tache de sang se trouvait. J'étais convaincue que de toutes les taches de sang que nous avions recueillies, celle-ci était la plus importante. La première étape consistait à comparer le sang à celui de la victime. Les spécialistes procédèrent à une méthode d'analyse appelée électrophorèse pour séparer et identifier les enzymes des deux échantillons. L'échantillon est placé dans une solution gélatineuse, puis soumis à un courant électrique. Chaque enzyme a sa propre mobilité et laisse une trace unique. Si deux échantillons sanguins produisent les mêmes résultats, il y a de grandes chances qu'ils proviennent de la même personne. Dans ce cas-ci, les résultats différaient. Le sang ne provenait donc pas de la victime. On procéda ensuite à l'analyse d'échantillons sanguins d'amis du couple, de parents et voisins.
Il n'y avait aucun lien entre eux et la goutte de sang sur la chaise. Celui qui avait laissé cette tache était donc celui qui avait vraisemblablement tué la victime. Malheureusement, la police ne disposait pas encore de suspect. Pendant que les experts procédaient aux analyses sanguines, Len appela la police pour donner des informations supplémentaires. Selon le détective Bob Bimo, c'est grâce à ces informations que l'enquête put progresser. Il s'est souvenu qu'un homme du nom d'Eric Patton avait travaillé pour lui et qu'il avait repeint sa maison pendant les mois de juin et juillet. Len avait rencontré Patton à l'entreprise de télémarketing où il travaillait. Les Gruber savaient que Patton avait un casier judiciaire, mais ils avaient voulu lui donner une chance malgré tout. Ils ne l'avaient pas revu depuis qu'il avait terminé son travail, soit 6 mois auparavant. Patton fut convoqué au poste pour un interrogatoire. Il déclara à la police qu'il avait déjà été incarcéré en Californie pour un cambriolage mineur. Selon lui, il n'était pas retourné dans la résidence des Gruber depuis l'été. Après son départ, les détectives vérifièrent ses antécédents. Ils apprirent que Patton avait demandé de poursuivre sa probation dans l'Oklahoma afin d'être plus près de sa famille et de sa petite amie. Le détective Bob Bimo appela la personne responsable de son dossier afin de vérifier ses déclarations. J'ai appris qu'il avait été impliqué dans plusieurs vols à main armée et qu'il avait utilisé un couteau et des ciseaux. Lorsque nous avons entendu parler de ciseaux, mon collègue et moi avons eu le pressentiment que nous étions sur la bonne piste. Carla Gruber fut enterrée le 22 décembre, soit 6 jours après son meurtre. Les détectives profitèrent de l'occasion pour photographier les gens qui assistaient aux funérailles et ainsi repérer d'éventuels suspects. La principale raison pour laquelle nous prenons des photos, c'est pour identifier les gens qui ont été mentionnés. De plus, si quelqu'un qui n'a pas été mentionné se présente, on peut ainsi savoir de qui il s'agit. On ne sait jamais. C'est plutôt rare, mais parfois le meurtrier assiste aux funérailles. Et c'est ce qui se produisit. Le suspect, Eric Patton, était présent. Len Gruber l'identifia à partir de photos prises lors des funérailles. Comme il ne connaissait presque pas la victime, sa présence était suspecte. Malheureusement, cela ne prouvait rien. Il était plus plausible de présumer que les preuves proviendraient des indices prélevés sur la scène. Les experts du laboratoire judiciaire de Oklahoma City mirent de l'ordre parmi les divers éléments recueillis sur la scène du crime. Une attention particulière fut portée à la fourchette maculée de sang découverte sur le sol de la cuisine. Les experts espéraient que l'empreinte du meurtrier de Carla Gruber s'y trouvait. Après avoir photographié la fourchette, les experts la soumirent à une source lumineuse à éclairage variable. Les empreintes, difficiles à discerner à l'œil nu, seraient ainsi révélées. Malheureusement, l'opération se révéla infructueuse. Mais cela ne signifiait pas qu'il n'y avait pas d'empreinte. L'étape suivante consistait à la tremper dans un produit spécial qui entre en réaction avec les protéines du sang et qui leur donne une couleur brunâtre. L'analyste constata qu'il y avait bien une empreinte et qu'elle avait été laissée par la personne même qui avait laissé l'empreinte sur la porte d'entrée. Cette personne était Eric Patton. Who is that? You Eric Patton? Yes, sir. I have a warrant for your arrest. Right here. One for my arrest for what? La police procéda à son arrestation. We're going to take you downtown. On constata par la suite que les semelles de bottes réquisitionnées chez lui correspondaient également à l'empreinte photographiée sur la scène du crime. 2 semaines plus tard, des analyses d'ADN confirmèrent que le sang recueilli sur la chaise de cuisine de la victime était bien celui de Eric Patton. Il n'en fallait pas plus. The significance of the
Le sang découvert dans la cuisine et qui correspondait à celui du suspect prouvait hors de tout doute que M. Patton était bien sur la scène du crime. Devant ces preuves, Patton passa aux aveux. Il déclara qu'il avait besoin d'argent pour s'acheter de la drogue. Il espérait en trouver dans la résidence des Gruber et ne s'attendait pas à ce qu'il y ait quelqu'un. Lorsqu'il avait vu Carla, il avait modifié son plan. Elle l'avait invité à entrer. Il lui avait demandé de lui prêter de l'argent et elle était partie en chercher dans sa chambre à coucher. Malheureusement, Patton était désespéré. La violence de son meurtre lui valut la peine de mort. Il ne faut jamais se fier aux apparences. Un meurtrier peut sembler amical, tout comme un accident peut se révéler avoir été soigneusement planifié. Le 7 juin 1988, on envoyait une ambulance chez Betty Lucas, 66 ans. Son fils, Steven, déclara qu'elle avait déboulé l'escalier alors qu'il était en visite chez elle. Elle avait subi d'importantes blessures à la tête et était dans un état critique. Les ambulanciers lui administrèrent les premiers soins avant de la conduire à l'hôpital. Malheureusement, l'état de Betty continua à se détériorer. Le lendemain, son fils, Steven, fut contraint à autoriser qu'elle ne soit pas maintenue en vie artificiellement. Quelques heures plus tard, elle était morte. Le surlendemain, le service de police de Tyler reçut un appel anonyme l'enjoignant d'enquêter sur la mort de Betty Lucas. Selon l'interlocuteur, il s'agissait d'un meurtre dont l'auteur était Steven Lucas. L'information fut transmise au détective Danny Alexander. Ce dernier examina plus attentivement le dossier de Betty Lucas. Il savait que la victime était une femme respectée et aimée. Betty Lucas était une femme très riche et influente dans sa communauté. Son mari avait déjà été maire de la ville de Tyler. Il possédait également une prospère entreprise immobilière avant sa mort. À première vue, les allégations selon lesquelles le fils de Betty avait tué sa mère paraissaient grotesques. Mais les policiers n'avaient pas d'autre alternative que de suivre cette piste. Celle-ci débutait à l'hôpital. Le médecin traitant déclara à la police que Betty Lucas était décédée des suites de dommages au cerveau. Il n'y avait pas d'autres blessures ailleurs qu'à la tête, ce qui semblait bizarre compte tenu qu'elle était censée avoir fait une chute dans l'escalier. Était-il possible que l'informateur ait dit la vérité? Malheureusement, les enquêteurs avaient déjà perdu beaucoup de temps. La loi du Texas exige que les autorités soient avisées de toute mort qui n'est pas de cause naturelle, au plus tard dans les 24 heures suivant l'admission de la victime à l'hôpital. La mort de Betty Lucas aurait dû être déclarée, mais son médecin traitant n'était pas au courant de cette loi et il avait remis le corps à la famille pour qu'il soit inhumé. Nous tirions de l'arrière à ce moment-là. Il était possible que certains indices aient été détruits ou perdus. Nous ne pouvions rien faire. D'autant plus que son enterrement avait été prévu seulement quelques heures après que nous ayons été avisés de la situation. Lorsque la police commença l'enquête, le corps de la victime avait donc déjà été remis à la famille. Le médecin déclara à la police que Steven Lucas avait eu un comportement étrange pendant le séjour de sa mère à l'hôpital.
Il avait refusé de donner des détails à propos de l'accident et avait exigé qu'elle soit enterrée le plus rapidement possible après son décès. Stephen n'avait pas avisé les membres de la famille en Caroline du Sud de son hospitalisation, ni de son décès, pas plus que de son enterrement. Il était maintenant temps d'interroger Stephen Lucas. Les détectives le rencontrèrent, lui et sa fille Stéphanie, chez la victime, afin de recueillir leur déposition. Stephen déclara que sa fille et lui étaient venus lui remettre son magnétoscope vers 18 heures. Betty était en rogne car il avait refusé de l'accompagner à une soirée bénéfice. Elle l'avait ensuite accusé d'avoir brisé le magnétoscope. Il lui avait demandé de le lui remettre. Stephen ne voulait pas que sa mère transporte l'appareil car il était assez lourd, mais elle avait refusé son aide. Après quelques minutes à tirer sur l'appareil, Betty l'avait levé à bout de bras, puis elle était tombée par-dessus la rampe et avait roulé jusqu'en bas de l'escalier. Steve nous a dit que sa tête rebondissait sur chacune des marches de l'escalier. Lorsqu'elle est arrivée en bas, près de l'entrée, elle s'est levée brièvement avant de retomber et de se frapper à nouveau la tête sur la dernière marche de l'escalier. Stephen déclara avoir alors dévalé l'escalier et déplacé la tête de sa mère pour la déposer sur le sol de marbre. Il avait ensuite demandé à Stéphanie d'aller chercher de l'aide chez le voisin pendant qu'il appelait l'ambulance. Stéphanie déclara que son père et sa grand-mère s'étaient disputés, mais qu'elle en avait l'habitude et ne s'en était pas formalisée. Le détective ne parvint pas à obtenir plus d'informations de la jeune femme. Quand je lui demandais des réponses spécifiques, elle répondait de façon très évasive et finissait par dire qu'elle n'était sûre de rien. Les détectives demandèrent ensuite à Stephen de leur montrer exactement ce qui s'était produit sur les lieux. Les dépositions de Stephen et Stéphanie différaient quant à l'endroit où se trouvait Betty juste avant sa chute. Il y avait une distance d'au moins 7 mètres entre les deux. De plus, il n'y avait aucune trace de lutte aux deux endroits. Il y avait un autre détail intriguant. Un voisin avait déclaré à la police que Stephen Lucas et sa fille Stéphanie n'étaient pas partis pour l'hôpital immédiatement après le départ de l'ambulance. Ils avaient décidé de nettoyer le sol de l'entrée avant de partir. Non seulement ce comportement n'était-il pas celui d'une personne qui est inquiète pour un membre de sa famille, mais il avait eu pour résultat d'éliminer des indices très précieux. Après avoir interrogé les témoins et examiné la scène, la police ne savait pas encore exactement comment la victime était tombée. Il n'y avait aucun moyen de prouver que Lucas mentait. Bien des réponses semblaient avoir été enterrées avec la victime. Plus le temps passait et plus on risquait de perdre les informations que recelait le corps de Betty Lucas. Il n'y avait qu'une solution, exhumer sa dépouille. Les détectives espéraient qu'une autopsie permettrait de lever les contradictions qu'il y avait entre la déposition de Lucas et les soupçons dont il faisait l'objet. Une semaine après le décès de sa mère, la police obtint un mandat de la cour l'autorisant à exhumer le corps de Betty Lucas. On procéda d'abord à un examen détaillé. Lorsqu'un individu fait une telle chute, on retrouve habituellement de grosses contusions, des éraflures et des os cassés, particulièrement si le sujet est une femme dans la soixantaine. Dans ce cas-ci, cependant, les radiographies révélèrent que la victime n'avait subi aucune fracture ni dislocation. Pour le pathologiste Virgile Gonzalez, Betty Lucas n'avait pas fait de chute. Si elle était tombée dans l'escalier, nous aurions remarqué des éraflures. Elle aurait eu des brûlures sur la peau à cause du frottement sur le tapis. Mais il n'y avait aucune trace de ce type de blessure sur le corps de Madame Lucas.
Elles se trouvaient toutes sur sa tête et son crâne. Gonzalez découvrit une contradiction importante dans la déposition de Stephen Lucas lorsqu'il rasa le crâne de la victime. Il remarqua 7 lacérations très nettes sur le dessus de sa tête. Si elle s'était blessée en déboulant l'escalier, elle n'aurait eu que des blessures à la nuque. Gonzalez ne pouvait en tirer qu'une seule conclusion. Betty Lucas n'était pas morte accidentellement. C'était un homicide. La police n'avait pas retrouvé d'armes, mais était convaincue que les blessures de Betty Lucas n'avaient pas été causées par sa chute. Après l'autopsie, des agents interrogèrent Stéphanie pour une seconde fois. Ils constatèrent tout de suite qu'elle n'avait pas vu la chute fatale et qu'elle ne pouvait pas avoir été impliquée. Le rapport d'autopsie et les contradictions entre les dépositions des membres de la famille permirent à la police de traiter l'enquête de Betty Lucas comme un homicide. Stephen Lucas, le fils de la victime, était le principal suspect. Les détectives retournèrent à nouveau à la résidence de Betty Lucas pour établir leurs preuves. Les indices étaient rares. Il n'y avait aucune trace de dommages sur la rampe ou à proximité, là où la dispute avait présumément eu lieu. Il n'y avait pas non plus d'indices sur la trajectoire de la victime au cours de sa chute, ni en haut de l'escalier. Il y avait cependant quelques marques sur le mur qui le longeaient. À mi-chemin entre les deux paliers, les détectives remarquèrent de profondes égratignures sur le mur et les moulures. Une toile avait été déplacée comme si quelqu'un s'y était agrippé pour ne pas perdre l'équilibre. Il y avait aussi de profondes marques sur la rampe. La femme de ménage déclara aux policiers que ces marques étaient récentes. Les détectives découvrirent également des traces de sang au bas de l'escalier. Quelques taches semblaient avoir échappé à Stephen et à Stéphanie. Nous avons découvert quelques traces de sang à cet endroit, ce qui signifie que la tête de Betty Lucas s'y est trouvée à un certain moment donné. Quelque chose de particulier s'était passé pour qu'on retrouve du sang à cet endroit. Il était temps de découvrir quel était le mobile du crime. Les policiers apprirent que la relation entre Stephen et Betty était très tendue depuis qu'il avait refusé de lui rembourser un prêt de 350 000 $. Les choses s'étaient envenimées lorsqu'il lui avait demandé de lui prêter 50 000 $ de plus et qu'elle avait refusé. La mort de Betty effaçait en quelque sorte la dette de Stephen. De plus, il était son principal héritier. Elle contrôlait l'argent de la famille et il était aux prises avec des difficultés financières. Ils avaient eu plusieurs disputes, dont une juste avant sa mort, à propos du fait qu'il voulait lui emprunter une nouvelle somme d'argent. Le 10 novembre 1988, fort d'un mobile et d'indices qui contredisaient la déposition de Stephen, la police put procéder à son arrestation. Le procès de Lucas eut lieu au mois de mai. Après 6 semaines et 22 heures de délibération, le procès fut suspendu. Les membres du jury déclarèrent que les preuves avancées par la poursuite ne suffisaient pas. Les enquêteurs se retrouvaient à la case départ. Le premier procès de Stephen Lucas avait été suspendu. Le poids de la preuve n'avait pas fait pencher la balance de la justice d'un côté comme de l'autre. Pour faire accuser Stephen Lucas du meurtre de sa mère, une seule option se présentait: consolider l'enquête et procéder à des analyses judiciaires plus poussées. L'État du Texas fit appel à l'expert en reconstitution d'accidents Alan Weckerling
pour examiner les preuves. Betty était morte depuis quelques années. Sa résidence avait été vendue et l'escalier réparé. Mais la police avait conservé quelques éléments recueillis sur la scène présumée du crime. Les indices qui nous intéressaient étaient la moulure le long de l'escalier et la rampe. Nous voulions vérifier si le magnétoscope avait heurté la rampe puis ricoché sur le mur. Wakerling commença par vérifier les déclarations de Stephen qui prétendait que la chute de sa mère avait commencé en haut de l'escalier. Une série de profondes éraflures sur le haut des moulures avait de toute évidence été causée par le magnétoscope. La moulure et le magnétoscope furent examinés au microscope. Des marques de peinture sur l'appareil correspondaient à certaines marques sur la moulure, ce qui démontrait que les dommages avaient bien été causés par l'appareil. Mais Wakerling fit bientôt une découverte déterminante. J'ai examiné le bois au microscope. Il y a un principe scientifique très simple qui s'appelle la loi de la gravité et qui a pour effet que la peinture dégouline vers le bas, surtout quand on l'applique avec un rouleau. Grâce aux gouttes de peinture, Wakerling avait découvert que la moulure n'avait pas été analysée dans le bon sens depuis le début. Les marques provenaient du dessous de la moulure et n'avaient pas pu être créées par la chute d'un magnétoscope. Elles avaient donc été faites intentionnellement, d'un coup qui allait vers le haut. Cette découverte minait sérieusement les déclarations de Stephen. L'étape suivante consisterait à réfuter l'argument de la défense selon lequel Betty Lucas était tombée par-dessus la rampe avant de débouler l'escalier. Lors du premier procès, la défense s'était basée sur une série de calculs complexes pour créer une reconstitution par ordinateur semblable à celle-ci qui corroborait la déposition de Stephen. La poursuite fit appel au physicien Mike Andrews afin que ce dernier évalue la reconstitution animée de la défense. La conclusion d'Andrews, la trajectoire de la victime était tout simplement impossible. Selon la reconstitution, son corps devait se retrouver sur la rampe et glisser jusqu'à ce qu'il atterrisse finalement au pied de l'escalier. Ce que nous avons découvert, c'est qu'au début, son corps est arrivé de plein fouet contre la rampe. Il ne s'est pas affaissé. Puis il est revenu en arrière et après un deuxième mouvement de va-et-vient, il est tombé au pied de l'escalier. Andrews mesura méticuleusement la maison et se servit de ses calculs pour réfuter le scénario de la défense. Betty Lucas n'avait pas pu tomber du haut de la cage d'escalier, comme son fils Stephen l'avait déclaré. La police était convaincue qu'il y avait plutôt eu une lutte entre Betty Lucas et son fils au beau milieu de l'escalier. Cela expliquait les dommages causés à la moulure à cet endroit. Betty était alors tombée, puis Stephen Lucas l'avait frappée presque à mort avec une arme inconnue. Lucas fut amené devant les tribunaux une seconde fois. Cette fois-ci, la poursuite était en mesure de prouver que la chute de Betty Lucas n'était pas accidentelle. Le travail acharné des détectives et des experts judiciaires avait enfin permis de faire inculper un homme qui croyait peut-être avoir commis le meurtre parfait. Il n'y avait pas de témoins, seul le suspect et la victime. Si nous n'avions pas fait appel aux diverses techniques de la criminalistique, Lucas aurait sans doute échappé à la condamnation. C'est à l'hôpital que s'était terminé le scénario mis au point par Lucas quand il avait donné son autorisation pour débrancher sa mère du respirateur artificiel. Il fut trouvé coupable de meurtre au premier degré et condamné à 35 ans de prison. Il avait tenté de maquiller un meurtre en accident. D'autres criminels ne dépensent pas autant d'énergie pour arriver à leur fin. Dans cette affaire, les noms des victimes et de leurs familles ont été changés.
À l'aube du 19 février 1988, une automobiliste de Lincoln, au Nebraska, tomba par hasard sur ce qu'elle croyait être la scène d'un accident de voiture. À l'intérieur se trouvait une femme morte, victime d'une blessure à la tête. Des agents du bureau du shérif de Lancaster County ainsi que des experts du bureau du coroner se rendirent sur les lieux. Ils constatèrent immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'un accident. La victime avait subi de graves blessures à la tête alors que sa voiture n'avait presque pas de dommages. Il n'y avait aucune trace de pneu sur la chaussée et le levier de vitesse était à la position d'arrêt. Les clés de la voiture avaient disparu et la victime n'avait aucune carte d'identité sur elle. Il y avait un trou dans la portière avant gauche. Aucun doute n'était possible, il ne s'agissait pas d'un accident. Le sergent Larry Russell était chargé de cette enquête. Ce n'était pas le genre de blessure qu'on rencontre lors d'un accident de la route, pas le même genre de traumatisme crânien. En examinant la victime de plus près, nous avons remarqué qu'il y avait des trous de projectiles dans sa tête. Le secteur fut fouillé, mais on ne retrouva aucune arme ni indice. Tout ce que les agents découvrirent était un paquet de cigarettes ouvert par le bas, une paire de pantoufles d'hommes et une de femmes. Ces éléments furent recueillis, mais ils ne semblaient pas très significatifs. La voiture était enregistrée au nom de Jane Leary, 25 ans. L'autopsie confirma que la victime était bien Jane Leary. Elle avait un casier judiciaire dans un autre État américain et ses empreintes digitales étaient archivées. L'autopsie confirma également qu'elle avait été tuée de 2 projectiles à la tête. Elle n'avait aucune autre blessure. Les détectives téléphonèrent au mari de la victime. Il fut convoqué au poste pour interrogatoire. Étrangement, Jack Leary ne sembla pas surpris par la nouvelle. Les policiers lui demandèrent de décrire les événements de la veille. Leary déclara à la police qu'il s'était disputé avec Jane. Selon lui, ce n'était rien de plus qu'une simple querelle de ménage. Comme d'habitude, Jane conduisit les enfants chez sa mère. Il ne s'en était pas inquiété. Quelques heures plus tard, 2 connaissances de la victime s'étaient présentées à la maison. Il s'agissait de Herman Buckman et de sa petite amie Goldie Fisher. Leary déclara à la police que sa femme faisait le commerce de drogue. Buckman et Fisher étaient venus échanger une arme à feu contre de la drogue. Lorsqu'il leur avait dit que sa femme n'était pas à la maison, ils étaient partis à sa recherche. Leary était convaincu que c'était eux qui avaient tué sa femme. Pour le détective Russell, la conclusion était loin d'être aussi évidente. My first initial impression is that the husband definitely knew more than he was telling. Ma première impression était que le mari en savait plus qu'il ne voulait le dire. Ça paraissait plutôt bizarre qu'on arrive chez lui, qu'on lui annonce que sa femme avait été assassinée et qu'il nous dise « Ah oui, eh bien, des gens sont venus hier et ils voulaient échanger une arme contre de la drogue. » Tout cela paraissait très bizarre, particulièrement à cause de son attitude. Pendant la déposition de Jack Leary, la voiture de son épouse fut méticuleusement fouillée. Malheureusement, seuls quelques mégots de cigarettes furent recueillis. Les experts parvinrent tout de même à prélever quelques empreintes digitales, mais ils constatèrent bientôt que celles qui étaient identifiables provenaient toutes de la victime. Les mégots de cigarettes de l'auto furent envoyés au laboratoire. On y procéda à l'analyse des immunoglobulines sur les restes de salive qu'il y avait sur les boues-filtres.
Ce procédé permet d'identifier les protéines des liquides organiques. Ces protéines varient d'une personne à l'autre. Selon la sérologiste Rena Roy, qui travaillait à l'époque pour le compte du laboratoire de la patrouille d'État du Nebraska, les résultats indiquaient que la personne qui avait fumé ces cigarettes était vraisemblablement de race noire. 5% des Noirs américains pouvaient avoir laissé cette salive contre seulement 0,7% des hommes de race blanche. Comme la victime était elle-même blanche, elle n'avait probablement pas fumé ces cigarettes. Il était plausible de présumer qu'il s'agissait de son meurtrier. Les détectives étaient maintenant sur la piste d'un suspect de race noire. Jack Leary, le mari de la victime, fut retiré de la liste des suspects. Sans aucun autre indice, les détectives ne pouvaient que tenter de corroborer la déposition de Jack Leary. Ils vérifièrent les antécédents de Herman Buckman et de Goldie Fisher. Tous deux avaient des casiers judiciaires pour usage de narcotiques, vol et assaut. Buckman fut convoqué au poste pour interrogatoire. Il n'était pas très coopératif. Il déclara qu'il n'avait pas besoin d'un avocat. Lorsque Herman est entré dans la pièce, je lui ai tout de suite fait la lecture de ses droits. Il m'a envoyé promener et m'a dit « Je ne vous dirai rien, je n'étais pas là ». Nous avons échangé quelques mots et il m'a demandé une cigarette. Buckman refusa la cigarette que lui offrait l'agent, déclarant qu'il fumait toujours la même sorte. On envoya quelqu'un lui en acheter. Il ouvrit le paquet par le bas. Il en avait pris l'habitude en prison. Ainsi, les bouts-filtres restaient propres. C'était comme si une lumière s'était allumée dans ma tête. J'avais déjà vu un paquet de cigarettes comme ça quelque part. Et je me suis rappelé que nous avions découvert un paquet ouvert de la même façon sur la scène du crime. L'interrogatoire prit fin et Buckman fut relâché, laissant 2 mégots de cigarettes derrière lui. La police les envoya immédiatement au laboratoire judiciaire afin qu'ils soient comparés à ceux de la voiture de la victime. On pratiqua la même analyse des immunoglobulines. Les résultats furent ensuite comparés à ceux de la première analyse. Les marqueurs génétiques des 2 échantillons étaient identiques. Nous avons conclu que la salive de M. Buckman pouvait être la même que celle qui se trouvait sur les mégots de la scène du crime. Les caractéristiques de la salive sont communes à 5% de la population noire américaine. La marge d'erreur était malheureusement trop grande. De plus, cette cigarette ne faisait que démontrer qu'une personne de race noire s'était trouvée dans la voiture de la victime. Elle ne prouvait pas qu'elle l'avait tuée. Ces mégots se trouvaient peut-être dans la voiture depuis plusieurs semaines. Les détectives essayèrent de trouver une faille dans la déposition de Buckman. Ce dernier avait déclaré avoir passé toute la soirée avec sa petite amie, Goldie Fisher. De son côté, Goldie avait déclaré pendant son interrogatoire que le soir du meurtre, elle s'était rendue chez sa mère en compagnie de Buckman, puis qu'ils avaient terminé la soirée avec d'autres amis. Buckman ne l'avait pas quitté une seconde. Afin de vérifier son alibi, les détectives rendirent visite à la mère de Goldie. Cette dernière ne savait rien du meurtre et encore moins que sa fille faisait l'objet d'une enquête. Elle déclara à la police qu'elle n'avait pas vu sa fille depuis au moins 4 jours. Le meurtre de Jane s'était pourtant produit la veille. L'alibi de Goldie ne tenait plus. À Lincoln, au Nebraska,
L'enquête au sujet du meurtre de Jane Leary conduisit bientôt les détectives à un bar que les suspects Herman Buckman et Goldie Fisher avaient l'habitude de fréquenter. Quelques clients déclarèrent qu'ils avaient bien vu le couple le soir où le meurtre s'était produit. Buckman avait une arme. Le détective Russell apprit également un détail intéressant. Herman Buckman et Goldie Fisher avaient une drôle d'habitude. Ils mettaient leurs plus beaux vêtements pour sortir le soir, mais ils enfilaient leurs pantoufles. C'était quelque chose d'assez inhabituel. Les pantoufles découvertes sur la scène du crime, qui à première vue ne semblaient avoir aucune importance, furent immédiatement analysées. Il y avait quelques gouttes de sang sur l'une d'elles. Le sang provenait de la victime. Il y avait donc un lien entre les pantoufles et Jane Leary. Il faudrait maintenant démontrer qu'il y en avait un entre les pantoufles et les suspects. La presse fit état de l'affaire et une femme se présenta bientôt à la police. Elle était à proximité de la scène du crime peu après le meurtre. Elle avait fait monter une jeune autostoppeuse à bord de sa voiture. Il était environ 2 heures du matin. La jeune femme avait un comportement étrange. Elle ne portait pas de chaussures et semblait très pressée. La conductrice la déposa dans un quartier avoisinant, le même quartier que celui où Goldie Fisher vivait. La femme reconnut Fisher à partir d'une photo. Ainsi donc, Goldie Fisher s'était bien trouvé sur la scène du crime. Cela expliquait également pourquoi ses pantoufles se trouvaient dans la voiture de la victime. Les enquêteurs disposaient d'assez d'indices pour procéder à l'arrestation de Fisher et de Buckman pour meurtre. Une fois les suspects en détention provisoire, il ne restait plus qu'à compléter les analyses pour prouver hors de tout doute qu'ils s'étaient bien trouvés sur la scène du crime. La police fouilla la voiture de Buckman. Dans le coffre arrière, il y avait des lunettes de ski, une barre d'acier et d'autres outils pouvant servir à un cambriolage, mais aucune trace de l'arme du crime. Les détectives obtinrent un mandat de perquisition. Grâce à la description du mari de la victime, ils réquisitionnèrent les vêtements que le couple portait la nuit du meurtre. Il y avait des traces de sang sur la doublure de la veste de Buckman et sur son chandail. Il s'agissait du sang de la victime. Une fois tous ces éléments mis en place, les enquêteurs furent enfin en mesure de reconstituer les événements qui avaient provoqué la mort de Jane Leary. Buckman et Fisher connaissaient l'endroit où Jane avait l'habitude de revendre sa drogue. Ils étaient allés la voir, espérant en obtenir en échange d'une arme à feu. Jane Leary avait sans doute refusé et il l'avait tuée avant de prendre la fuite avec son argent et la drogue qu'elle vendait. Ils avaient ensuite poussé la voiture dans un talus. En plus d'être condamné à une peine de 20 à 60 ans pour possession illégale d'armes à feu, Herman Buckman fut condamné à la prison à vie. De son côté, Goldie Fisher fut accusé de vol, de complicité de meurtre et condamné à une peine de 15 à 30 ans. Résoudre un homicide demande beaucoup de détermination et de courage. Grâce aux liens étroits que tissent les experts judiciaires, les scientifiques et les détectives, les meurtriers payent pour leurs crimes et justice est enfin rendue.